Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. L'Office central de répression de la cybercriminalité alerte l'opinion publique sur de nouveaux modes opératoires des cybercriminels au Bénin. Ces derniers se servent désormais de deux modes opératoires pour anarquer. On en parle dans ce journal. La phase 2 de la formation des jeunes arbitres et des délégués techniques d'âme a connu son épilogue le week-end écoulé. Vous suivrez dans ce 19h Jonas Aladé, formateur principal et président de la commission centrale des arbitres, qui a exprimé son satisfecit au terme de la formation. Hors de nos frontières, les actualités au Niger, en Libye, en Roumanie, en France et en Hawaï constituent la page internationale de cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver. La Banque Ouest Africaine de Développement a financé durant l'année 2022 107,64 milliards de francs CFA, soit 20% des financements en 2022, plusieurs projets pour renforcer la résilience au changement climatique. Selon le rapport annuel 2022 de la Banque Ouest Africaine de Développement, 19,7% a été consacré au financement de l'axe 3 du plan Djoliba, dédié au renforcement de la résilience au changement climatique. 23% des financements de cet axe ont été alloués à des projets d'énergie solaire en 2022. Le total des engagements autorisés par la banque en 2022 s'élève à 547,5 milliards de francs CFA. Plusieurs projets ont contribué à l'axe 3 de renforcement de la résilience au changement climatique. Il s'agit entre autres du projet d'aménagement hydro-agricole, le projet de construction d'une centrale solaire photovoltaïque. À cela s'ajoute le programme d'assainissement dans 10 villes au Sénégal, le projet de renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou et le projet d'alimentation en eau potable en milieu rural au Niger dans les régions de Dosso, Maradi, Taroua et Tillabéri au Niger. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC alerte l'opinion publique sur de nouveaux modes opératoires des cybercriminels au Bénin. Ceci à travers deux communiqués publiés ce lundi 14 août 2023. Deux modes opératoires ont été dévoilés. Le premier mode opératoire consiste à se servir des numéros de fonctionnaires de police pour atteindre leur but. Le second mode opératoire consiste pour les cybercriminels à se faire passer pour des agents de la Loterie nationale du Bénin pour escroquer et faire des victimes. L'OCRC informe que plusieurs personnes sont déjà tombées dans leur piège. Face à cette situation, l'Office de répression met en garde et invite toute la population à rester vigilant. D'après l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO, plus de 115 millions de tonnes de porc sont consommées chaque année dans le monde.
Dans plusieurs religions au monde, comme l'islam, la viande de porc, le sang et les animaux dédiés à d'autres qu'Allah sont interdits de consommation. Quelles sont les raisons liées à cette interdiction et quelles en sont ses conséquences? Élément de réponse avec l'islamologue Lassisi Bachirou, des propos recueillis par Quentin Amoussou. L'islam est une religion de paix et de santé, une religion qui oriente l'être humain, l'individu, dans sa vie globale. Ce n'est pas une religion qui focalise l'adoration uniquement, mais qui essaie de préserver l'être humain tout au long de sa vie. Et c'est pourquoi l'islam, aux côtés du manger, il a eu des législations par rapport à ce que le fidèle doit manger et ce qu'il ne doit pas consommer. Et il voit surtout si cette consommation peut être un danger pour l'organisme humain, il le rend catégoriquement illicite et ne nous permet jamais de la consommer. Et aussi, il a inséré cette consommation dans le cadre de l'adoration. C'est tout comme celui qui consomme, qui respecte ce qui doit être consommé, a adoré le Seigneur le Tout-Puissant et il est récompensé. Et le cas contraire, celui qui consomme ce qui a été interdit, alors a transgressé la loi et il devient quelqu'un qui a commis un péché. C'est vraiment le cas de la viande du porc en islam. Une viande qui a été catégoriquement interdite aux fidèles musulmans. Hurrimat alaykum maytatu wa dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah. Il dit, il vous a été interdit une viande ou un animal qui est mort, c'est-à-dire un animal qui n'a pas été immolé, égorgé. Et aussi, le sang vous a été interdit, et ensuite il a cité la viande du porc. La viande du porc, en islam, est catégoriquement interdite. Le fidèle musulman ne doit pas la consommer. C'est bien vrai, la viande de porc a été interdite, mais l'islam a dit, si ça arrivait que tu te retrouves à un endroit et que tu es tellement coincé, tu ne trouves aucune nourriture à consommer dans ce milieu et que uniquement c'est cette viande-là qui existe, on te permet légèrement de consommer, surtout pour préserver ta faim lorsque tu vois que la faim ne doit plus être supportée. C'est-à-dire, si tu ne mangeais rien, tu peux rendre l'âme. Alors l'islam a eu pitié de l'être humain, dit tu peux consommer légèrement pour ne pas exagérer. C'est pourquoi la dit On parle société à présent. Les vacances constituent une période d'arrêt des activités scolaires et universitaires pour les apprenants. Pendant cette période, les enfants sont envoyés chez les parents, des amis pour changer d'environnement. Mais est-ce un bon comportement? Quels sont ses effets et conséquences sur les enfants? Les citoyens de Cotonou en parlent au micro de Anedo. Hier, je pouvais envoyer mes enfants vers mon frère, même père, même mère, vers ma soeur, même père, même mère, vers un oncle qui a besoin peut-être de mes enfants pour vacances, tant. Mais quand les enfants vont en vacances de l'autre côté, ils étaient pris en charge totalement par chez qui ils étaient. Et il y avait une éducation, puisque que ces gens-là imprimaient à nos enfants. Ces gens de Dieu. Aujourd'hui, vraiment, c'est la catastrophe. Pour moi, les vacances sont une très bonne chose. Et on grandit. Bon, Villers, il y a au métro élégant. Assis tout et non, allo, assis, allo, toto et non tout et alors assis tout et non, dit tout les rien à y gagner aussi. Bon, moi, avec nous, bon, Villers, nous dit au tchon. Bon, bon, nous, il nous coûte un fika kaka, mais maman, point. Il y a donc, et notre A, file ouais, jotin, file ouais, jotin, mais tu es là, ton, toi, tu es pour file ouais, cosy.
bon il y a tout gégé d'autant et non il est pour nous 7 ans bon les nous pour bon il non c'est mais au gréto ko le mais il non wa to da ko mi ton le mais là to ko da ko mi ton le mais gréto ko mi ton le mais non nous vivi. Il y a beaucoup de dangers en ça, envoyer les enfants en vacances parce que les enfants ont vécu avec vous les parents jour et nuit pendant toute une année. Mais là où ils veulent aller en vacances, c'est que vous avez deuil sur leur situation de vie. Ce que vous avez vu peut-être il y a 3 mois ou 1 an, vous envoyez les enfants là-bas pour dire que voilà, ces enfants veulent aller en vacances, que les petits-enfants vont en vacances et aller faire une vie avec les autres. Parfois, quand ces enfants reviennent, ils viennent avec des caprices, avec des choses qu'ils n'ont jamais eues. Et je crois que c'est une très bonne chose de déplacer les enfants pour aller en vacances. D'abord, ils quittent leur milieu scolaire, ils vont vers les autres, ils apprennent comment vivent les autres, ce qui se passe ailleurs. C'est très avantageux pour les enfants. Regardez aujourd'hui, quand on dit beaucoup de gens sont rentrés dans la cybercriminalité, les féticheurs font ci, fait ça, et tu as ces gens de personnes dans ta famille qui sont cybercriminels, qui ont d'argent, et tu veux envoyer tes enfants là-bas, tu as des féticheurs qui font des choses indélicates pour les cybercriminels. Mais vous voulez dire que les enfants aillent en vacances là pour avoir quelle moralité? Alors là, je ne partage pas les vacances de quelques jours. Aujourd'hui, là, nous avons peur d'amener nos enfants en vacances compte tenu de l'encadrement. C'est l'encadrement qui n'existe plus. 2, si tu envoies un enfant aujourd'hui en vacances, il faut lui augmenter, il faut lui donner quelque chose dans la main pour qu'il aille chez qui il va. Sans ça, ton enfant va déchirer. Tout ça là réuni, nous disons, il vaut mieux que nous gardons nos enfants sur nous-mêmes, avec l'éducation que nous leur donnons. Ainsi, il n'y aura plus de peur pour parents. Nous nous bon les et filles si des de mettons les si des si on nous donne moi do me xolé yedele et non si rien dit toi ton ko no ton ko de na gbogun kan won e no ran mo bon vige no yi boje da ho chubunu da ho bo no wa bon nous ne le bi pio e no ran nous ran gble ye ka no idon menene no tin mo no ah i vacances de on e o job le lo fide na e ko job bon e no mo kwede me be no yon be no dalo toi ton ko no ton ko bo no asome de vo na be o toi ton ko no ton ko so mo kwede gona bon e no ko kai po biki po saki les bonombe à sommet. Les inconvénients qu'il y a, c'est de les surveiller à tout bout de champ comme l'huile sur le feu. C'est des innocents, ils ne se maîtrisent pas, ils ne connaissent rien. Et un enfant de 10 ans, de 9 ans qu'on laisse et ailleurs avec le vélo sur la route, c'est très grave. Les baignades, les enfants aiment bien la plage. Les baignades à la plage doivent être surveillées ou bien carrément évitées pendant ce temps de crue. Vacances de 1 mois chez un voisin, là, que ça soit recontrôlé. Avant, il y avait de bonnes vacances, mais maintenant, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas quoi est dans quoi. La phase 2 de la formation des jeunes arbitres et des délégués techniques DAM a connu son épilogue le vendredi 11 août dernier. Pendant une bonne semaine de travail théorique et pratique, les stagiaires venus des 4 coins du Bénin ont été mouillés dans les réalités de l'arbitrage et du délégué technique. Au terme de la formation, Jonas Aladé, formateur principal et président de la commission centrale des arbitres de la Fédération béninoise de handball, a exprimé son satisfecit vis-à-vis des aptitudes des stagiaires. Des propos recueillis par Colomboussou. Nous avons fait la découverte de plusieurs talents parmi elles. Et déjà, on est très contents. Et nous profitons de l'occasion pour féliciter et pour dire merci à la Fédération et à l'ambassade de la France qui a initié ce projet. Déjà, parmi ces jeunes filles, nous avons vu des gens qui ont évolué correctement. Leur premier coup de sifflet, on a vu.
Et après les conseils, après les cours et des échanges, quand on les a revus encore sur le terrain, on a constaté qu'il y a une nette amélioration. Ça veut dire que nous n'allons pas baisser les bras, le travail va continuer toujours et d'ici 2 ans, nous espérons avoir des officiels de très bonne qualité. Et aussi, nous allons demander à chaque président de ligue de pouvoir les utiliser régulièrement dans les différentes compétitions au niveau de chaque département et avec ce contact qu'elles auront régulièrement avec les matchs, je crois que l'amélioration d'ici l'année prochaine, vous allez aussi les méconnaître par rapport à ce qu'on a vu cette année. D'ici l'année prochaine, nous vous donnons rendez-vous de revoir ces jeunes filles que vous avez vues aujourd'hui et vous-même vous allez conclure avec nous. La page internationale de ce mercredi 16 août 2023 est un condensé des actualités au Niger, en Libye, en Roumanie, en France, en Hawaï et sur la Seconde Guerre mondiale, une compilation informative de Colomusso. Au Niger, le chef du gouvernement formé à l'issue du coup d'État, Ali Mahaman Lamine, s'est rendu mardi au Tchad où il a été reçu par le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Ali Mahaman Lamine est arrivé à bord d'un avion militaire nigérien et a été accueilli à l'aéroport de N'Djamena par son homologue Saleh Kezabo avant de rencontrer à la présidence Mahamat Idriss Déby Itno. Nous sommes arrivés porteurs d'un message du chef de l'État nigérien, le général Tiani, qui exprime sa solidarité et sa fraternité et qui me demande de renouveler ce sentiment de bon voisinage et de bonne fraternité entre le Tchad et le Niger, a expliqué Ali Mahaman Lamine dans une déclaration diffusée par la présidence tchadienne après sa rencontre avec Mahamat Idriss Déby Itno. Ce déplacement intervient 2 jours avant une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO à Accra pour évoquer une intervention militaire contre le Niger. En Libye, 27 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées lors d'affrontements violents opposant depuis lundi soir 2 influents groupes armés dans la banlieue sud-est de Tripoli, selon le centre de médecine d'urgence. Dans un bilan provisoire publié dans la nuit de mardi à mercredi, cette agence qui gère les secours dans l'ouest de la Libye a fait état de 27 morts et 106 blessés dans les affrontements à l'arme lourde entre 2 influents groupes armés dans la capitale libyenne. La Roumanie a vivement condamné mercredi les nouvelles attaques russes contre les infrastructures portuaires du Danube, cruciales pour l'acheminement des céréales ukrainiennes après plusieurs frappes aux portes de ce pays de l'OTAN ces dernières semaines. L'annonce a été faite par le gouverneur de la région d'Odessa, Oleg Kipé, sur les réseaux sociaux. Les forces ukrainiennes ont annoncé avoir abattu 13 drones durant la nuit dans les régions méridionales d'Odessa et de Mykolaïv et avoir repris un village sur le front sud dans la région de Donetsk dans le cadre de sa contre-offensive contre la Russie. Une personne a été tuée et 2 autres blessés mardi 15 août dans un bombardement ukrainien dans la région russe de Belgorod, frontière de l'Ukraine, a indiqué ce mercredi le gouverneur régional Vyacheslav Galkov. Dans le département français de Corrèze, des recherches ravivent le douloureux souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Suite aux révélations d'un ancien maquisarde, les autorités françaises souhaitent exhumer les corps de soldats allemands exécutés à la Libération afin de les remettre à l'Allemagne. L'histoire commence en 2019. Un ancien résistant de 98 ans confie un secret dont il est devenu l'unique détenteur. À la Libération en 1944, son groupe de maquisards de Meymac en Corrèze a tué 46 soldats allemands et une femme accusée de collaboration. Les corps ont été enterrés dans des fosses communes. Leur exhumation a commencé mercredi dernier. Ils devraient ensuite être transportés à Marseille pour y être examinés avant d'être rendus à l'Allemagne afin d'être dignement enterrés. Des fouilles d'une autre fosse commune toute proche menée par les services
allemand en 1967 avait déjà permis d'exhumer 11 corps désormais enterrés dans un cimetière militaire allemand situé en Charente-Maritime. À Hawaï, aux États-Unis, le bilan humain dépasse désormais les 100 morts. L'annonce a été faite hier mardi par les autorités qui luttent toujours pour retrouver les victimes et disposent maintenant d'une morgue mobile sur l'île de Maui. Selon les faits, une grande partie de l'archipel d'Hawaï était en alerte rouge incendie lorsque de multiples feux ont débuté, mais leur cause reste encore inconnue. Les autorités n'ont pas été capables de déterminer ce qui a déclenché les incendies. Une enquête a été ouverte. L'ex-capitale du royaume d'Hawaï, qui comptait 12 000 habitants, compte désormais ses morts et le bilan humain pourrait encore considérablement s'alourdir au cours des prochains jours. Les proches de personnes disparues sont encouragés à faire un test ADN pour faciliter l'identification des cadavres qui sont souvent méconnaissables. Toujours à l'échelle internationale, le ministre allemand de la Santé a présenté les grandes lignes de son projet ce mercredi 16 août 2023, celui de la légalisation de l'usage du cannabis à des fins privées et avec certaines limites dans une réforme de société les plus symboliques du gouvernement qui pourrait entrer en vigueur dans quelques mois. Les tests qui doivent encore être votés par le Parlement dans les prochains mois a été présenté par la coalition du social-démocrate d'Olaf Scholz avec les écologistes et les libéraux comme la meilleure tentative de légalisation du cannabis parmi les dispositifs déjà en vigueur dans d'autres pays. L'actuel gouvernement allemand a fait de cette légalisation contrôlée un des projets phares de son mandat, mais a dû édulcorer sa copie face aux réserves de l'Union européenne. Mais l'Allemagne se dotera malgré tout d'une des légalisations les plus libérales d'Europe, emboîtant le pas à Malte et au Luxembourg qui ont légalisé le cannabis récréatif respectivement en 2021 et en 2023. La consommation du cannabis devra se faire à l'extérieur de ces clubs et sera interdite à moins de 200 mètres de ces derniers, des écoles, aires de jeu, terrains de sport et associations pour les jeunes. Les propositions faites ce mercredi suscitent de nombreuses critiques. Les partisans d'une libéralisation plus large sont déçus et pensent que le marché noir ne sera pas remis en cause. La droite dénonce une perte de contrôle de l'État et une incitation à consommer des drogues plus dures, notamment pour les jeunes. Les médecins évoquent quant à eux des dommages psychologiques à long terme. Aux États-Unis, à présent, après une absence de près de 5 ans, les États-Unis ont réintégré l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, devenant ainsi le 194e État membre de l'organisation. Le secrétaire d'État a signé le document d'acceptation de l'acte constitutif de l'UNESCO par les États-Unis le 10 juillet dernier. L'adhésion américaine est devenue officielle après la remise du document au Royaume-Uni, dépositaire de l'acte constitutif. La réintégration de l'UNESCO traduit la volonté du président Biden de voir les États-Unis jouer un rôle actif sur la scène internationale. Rappelons que les États-Unis se sont retirés de l'organisation le 31 décembre 2018. Avant leur départ, les contributions américaines représentaient 22% de son budget, ce qui faisait d'eux le plus grand bailleur de fonds de l'UNESCO. Anthony Blinken a fait savoir que les États-Unis sont plus forts, plus sûrs et plus prospères lorsqu'ils dialoguent avec le reste du monde, et qu'ils recherchent la coopération, la collaboration et le partenariat. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur EZAE TV.